Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme quotidien Espace Mini, 10h, 11h52, les presque 2 heures de temps les plus intenses en télévision. On fera justement ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Ce matin, nous partirons encore en kiosque comme d'habitude avec l'aide de Patrick Bala. On touchera du doigt ce qui se passe de ce côté. On marquera aussi un arrêt pour parler de la dénonciation. L'instant de l'analyse de ce matin nous amènera à poser un regard sur 2 ou 3 faits d'actualité. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du côté de Buea? Buea, nous sommes là au sud-ouest du Cameroun avec ce que l'on appelle de plus en plus les Ambazoniens. On parle des attaques du côté de Buea. On collera un mot sur cette triste actualité. On ira également du côté de la CEDEAO pour se poser un certain nombre de questions. Le Mali, le Burkina Faso, sans oublier le Niger, ont tout simplement claqué la porte de la CEDEAO. Comment interpréter ce geste ou alors cet acte de ces pays du côté de l'Afrique de l'Ouest? L'éthique et la déontologie nous intéressent également ce matin. Quel regard posez-vous sur l'éthique et la déontologie pour le cas du Cameroun? Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On commence par accueillir nos invités et qui répondent déjà tous présents ce matin. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi, bonne année. Bonjour aux nombreux aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. C'est toujours un plaisir pour nous d'être sur votre magnifique plateau. Yaya Bello est un homme politique. Il milite du côté du PCRN. J'ai failli vous poser la question de savoir quel PCRN? Il existe un seul PCRN. Ah bon? Oui, et il est dirigé par l'honorable Cabral Libi, qui est président national, élu depuis le 11 mai 2019 au congrès de Guidegis. Maintenant, cela signifie que ce que nous suivons au quotidien depuis pratiquement 2 ou 3 mois, c'est nous qui suivons mal. Non, pas du tout, pas du tout. Le PCRN, comme toutes les familles, peuvent connaître des problèmes à un moment ou à un autre. La vie des organisations, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc le PCRN également est secoué par une crise. Mais ça ne remet pas en cause l'existence de notre parti politique. A dit que Cabral Libi n'est plus rien dans le PCRN. Il a été très clair. Il a pourtant parlé en français facile. Il a saisi la justice. La justice est en train de faire son travail. Nous avons confiance en la justice de notre pays. Donc vous croyez quand même avoir gain de cause? Non, c'est la justice qui va dire le droit. J'espère que elle va juste dire le droit. Au cas où on dit que quelqu'un a créé sa chose et l'autre vient arracher. Non, ça c'est justement au quartier qu'on peut parler. Ah, donc c'est une affaire de villageois. Dans une organisation qui a ses textes, qui a ses statuts, je crois qu'on ne devrait pas parler ainsi. Maintenant, un citoyen peut penser avoir un droit, il peut se tromper sur son droit, mais maintenant c'est la justice donc qui va rétablir le droit. C'est pour ça que je dis que nous sommes confiants au PCRN. Si le droit est dit, je crois qu'il ne devait pas avoir de soucis. Le roi Cabral Libi est bel et bien, et il a été élu président de façon régulière suivant les textes du parti. Et c'est d'ailleurs son élection comme président du PCRN a été validée par le MINAT 2 mois plus tard. Donc il n'y a aucun souci. Donc c'est pour ça que je dis que nous avons confiance en la justice. Si la justice dit le droit, c'est qu'il n'y a aucun problème. Le roi Cabral Libi reste président du PCRN. Et la question que vous m'avez posée, beaucoup de journalistes le posent, de quelle tendance vous êtes au PCRN? Je veux dire qu'il n'y a pas de tendance au PCRN. Nous avons le Cabral Libi qui est le président du PCRN. Maintenant, la justice va dire le droit. Si la justice dit que Cabral Libi n'est plus président, ok, on va prendre acte. Mais pour le moment, il reste le président du PCRN. C'est compris Yaya Bello. À côté de Yaya Bello, on accueille Charlie Kenyé. Charlie, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à mes chers copanélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs
Une fois de plus, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette prestigieuse émission. Cela fait longtemps, vous n'étiez plus passé par ici. Ça fait près d'un an, hein, je me souviens très exactement. La dernière fois que vous étiez passé ici, c'est lorsque nous parlions d'une triste actualité ayant trait à un journaliste camerounais qui avait été assassiné. Je rappelle à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes géostratège. Au Cameroun, il y a une autre triste actualité. La nuit n'a pas été du tout repos du côté de Buea. On parle des coups de feu, on parle d'une attaque. Il s'agit de quoi? Bon, les profondeurs même de la chose, je n'ai véritablement pas connaissance, mais pour revenir à cette attaque, effectivement, j'ai suivi qu'il y a eu une attaque cette nuit du côté de Buea. Mais des attaques comme celle-là, il faut dire qu'elles sont récurrentes dans cette partie du pays. Le problème, généralement, c'est que nous n'avons véritablement pas de journalistes ou alors de médias spécialisés dans les couvertures de ce genre de crise. C'est-à-dire que les situations de guerre, de conflit qui, au quotidien... Les journalistes de guerre. Oui, et même des reporters de guerre. C'est-à-dire que des gens, même s'il y en a peut-être qui sont très peu, mais qui au quotidien peuvent suivre... Les journalistes camerounais veulent voir leurs enfants grandir. Parce que, vous voyez, des gens qui nous donneraient des informations minute by minute au quotidien de ce qui s'y déroule. La preuve, c'est que, comme je le disais tantôt, ce genre d'attaque ou alors ce genre d'échange de tirs sont récurrents dans ces régions. La preuve, c'est que hier encore, je crois, il y a de cela un peu plus de 24 heures, il y a un faux général, le général, c'est Bomba, qui a été neutralisé de ce côté-là par les éléments des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Je crois, avant-hier même encore, il y a eu certains terroristes qui ont eu à être neutralisés. Donc, c'est régulier. Parfois, on a des épisodes d'accalmie, après, il y a un regain de tension, mais la réalité, ou alors la bonne chose à retenir de cette histoire, c'est que à chaque fois que ces gens arrivent justement à troubler la quiétude des citoyens, eh bien, ils ont du répondant, des éléments des forces de défense qui véritablement sont bien implémentés de ce côté-là, et qu'il faut le dire, comme le CPLU, je crois qu'il y a une vidéo qui circule actuellement en boucle sur la toile, où on voit clairement un élément de l'unité d'élite du bâton d'intervention rapide à la suite d'une opération tactique de l'armée camerounaise qui a vu la neutralisation de 2 terroristes qui sévissaient dans une des localités de cette région-là, interpeller les populations à collaborer en leur faisant savoir que c'est à eux de donner le renseignement, puisque c'est d'abord eux qui sont les cibles de ces gens-là. À partir du moment où ceux-ci apportent le renseignement, il peut avoir une meilleure réponse tactique sur le terrain. Parce qu'on ne veut pas, même si on disposait toute l'armée, tous les effectifs de l'armée camerounaise dans ces régions-là, cela ne ramènerait pas la paix et la sécurité. C'est les populations, ce sont les populations qui doivent justement dénoncer ces personnes-là ou alors apporter la bonne information justement pour que l'armée puisse efficacement répondre sur le terrain pour donner la paix et la sécurité à nos concitoyens de ce côté. Parlant toujours de sécurité, je vous suggère de garder le microphone, Charlie. Je le disais en ouverture tout à l'heure, le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent de claquer la porte de la CEDEAO. Comment interpréter un tel acte? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que pour ceux qui ont lu le communiqué des États du Mali, du Niger et de la CEDEAO, c'est-à-dire que c'est un communiqué conjoint adressé à l'attention de la CEDEAO. Dans le communiqué, eux-mêmes, ils donnent les motifs de leur départ. Et à l'intérieur, c'est mentionné, c'est la non-assistance à leurs problèmes existentiels dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Ça, c'est le motif qui est mentionné dans le communiqué. Et pour comprendre cela, il faut prendre des cas spécifiques. Je tiens à rappeler que quand vous prenez la sous-région Afrique de l'Ouest, rappelons déjà que ces 3 pays qui ont claqué la porte à la CEDEAO se sont mis ensemble pour créer une alliance qui aujourd'hui est en train d'évoluer, et qui au départ était une alliance sécuritaire ou militaire, mais qui aujourd'hui est en train d'évoluer vers une alliance politique, voire même une alliance économique. Avec, d'après ce qui se dit de ce côté-là, la naissance ou alors l'avènement prochain d'une nouvelle monnaie. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous aviez la plupart de ces pays-là qui étaient menacés par le terrorisme et dont les problèmes d'insécurité. Sauf que si on prend le cas spécifique d'un pays, par exemple, comme le Mali, il faut dire très clairement que lorsque le Mali a été menacé par le terrorisme qui sévissait dans sa partie nord, malgré la présence d'un certain nombre de forces étrangères de ce côté, on parle de la force Barkhane et même de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali,
Mali. Et malgré la présence de ces forces étrangères au nord du Mali pendant pratiquement 10 ans, eh ben, le Mali n'a fait que perdre des parties de son territoire suite à la progression de ces forces terroristes-là qui menaçaient l'intégrité et la souveraineté du Mali. Et face à cela, qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a sollicité l'aide et l'assistance de la CEDEAO pour répondre à ce problème que la CEDEAO n'a pas bougé un doigt. Et curieusement, des années avant, on a vu dans un cas similaire où il y avait un discorde au niveau de la Gambie à la suite des élections présidentielles qui ont opposé le candidat Yaya Jammeh avec Adama Barrow, où à la suite de ces élections-là, Adama Barrow a revendiqué sa victoire sur Yaya Jammeh, et Yaya Jammeh faisait savoir que non, il était prêt justement à ce qu'on puisse faire un certain recomptage, à présenter les preuves de la défaite d'Adama Barrow face à Yaya Jammeh. Et face à ce contentieux, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO a mobilisé 6500 hommes dans le cadre de la force ECOMOG, qui est une force en attente de la sous-région ouest-africaine. Ils ont mobilisé 6500 hommes, soit dit en passant, pour aller défendre la démocratie en Gambie. Et rappelons que la Gambie, à cette époque, c'était un pays d'un peu moins d'1 million d'habitants pour une armée de pratiquement 650 hommes, c'est-à-dire à peu près 750. Mais ils ont eu la force et ils ont eu justement l'énergie de mobiliser 6500 hommes pour aller défendre la démocratie. La question logique qu'on devrait se poser, c'est qu'entre défendre la démocratie en Gambie et protéger l'intégrité et la souveraineté du Mali, qu'est-ce qui paraît, qu'est-ce qui est plus important? Alors si les gens ont pu mobiliser 6500 hommes pour aller défendre la démocratie, mais ont été incapables de lever le petit doigt pour défendre la souveraineté et l'intégrité d'un pays, vous comprenez à partir de cet instant que la relation de confiance qui lie le pays à cette organisation se rompt. Si vous prenez la réalité malienne et que vous la ramenez par exemple à celle d'un pays comme le Burkina Faso ou même encore comme le Niger, vous verrez par exemple dans le cas du Burkina Faso qu'au plus fort de la crise, parce que lorsque les rebelles montaient en puissance du côté du Burkina Faso, avant que le Burkina Faso aujourd'hui ne tisse un certain nombre d'accords de partenariat avec des pays tels que la Russie, la Corée du Nord, la Turquie, et bien les rebelles contrôlaient pratiquement 40% du territoire burkinabé. 40%. Et le Burkina Faso également, comme le Mali, a sollicité l'aide de la CEDEAO pour dire, essayez vraiment par rapport à cette situation de nous accorder ou alors de nous apporter l'assistance. Ça peut être dans le cadre justement de cette force ECOMOG, mobiliser des hommes pour venir nous aider à combattre cette menace terroriste sur notre sol, ou même encore par des moyens financiers, que la CEDEAO n'a pas bougé le petit doigt. Mais puis encore, c'est que la CEDEAO, pour répondre au Burkina Faso, la CEDEAO a demandé aux autorités burkinabées d'accélérer les réformes démocratiques, c'est-à-dire que de promouvoir la démocratie. Et logiquement, ces États-là se posent bien la question. Est-ce qu'on devrait parler d'élections dans un pays en guerre? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour un pays, pour la plupart de ces pays, est-ce que l'objectif était justement de ramener les questions de démocratie, de respect d'élections, alors que ces pays sévissaient des menaces comme celle-là? Donc, ce sont ce genre de comportements qui ont poussé ces pays, c'est valable avec le Niger, à comprendre qu'ils ne pouvaient pas faire avec la CEDEAO. Mais je crois que le point culminant de cette affaire, c'est que lorsque ces États ont essayé de sortir la tête de l'eau, avec l'arrivée justement de ces éminents militaires de ce côté-là, c'est-à-dire que Assimi Goïta au Mali, Abderrahmane Tchani au Niger ou encore Ibrahim Traoré au Burkina Faso, lorsque ces militaires-là sont arrivés au pouvoir et que justement, pour le cas du Mali, vous avez vu qu'en pratiquement 2 mois d'offensive militaire, le Mali a restauré l'intégrité de son territoire. Là où l'armée française, c'est-à-dire la force Barkhane, composée de 5000 hommes, la MINUSMA pratiquement le même effectif, avec le G5 Sahel, là où pendant 10 ans, ils n'ont pas pu ramener la paix. Mais en 2 mois d'offensive militaire, avec son partenariat avec la Fédération de Russie, le Mali a pu restaurer l'intégrité de son territoire. On voit le magnifique travail qui est fait du côté du Burkina Faso aujourd'hui avec Ibrahim Traoré. C'est valable avec le Niger. Mais sauf que pendant que ces États sont en train de, justement de relever la tête de l'eau, qu'est-ce que la CEDEAO fait? La CEDEAO prend des sanctions illégales, illégitimes, et même inhumaines, parce que les sanctions que la CEDEAO prend contre ces pays-là, ces sanctions-là ne cadrent pas ou alors ne respectent pas les textes et les statuts de la CEDEAO. Le Burkina, le Mali, tous ces États ont l'impression qu'en réalité la CEDEAO, pour eux, est un instrument géopolitique qui obéit à des calendriers qui ne respectent pas justement la souveraineté et l'intérêt des peuples dont ils ont la charge. Il fallait que ces pays comprennent ça longtemps avant, hein? Mais il n'est jamais trop tard. Ou alors mieux vaut tard que jamais. Merci au géostratège Charlie Kenyé. On accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Ça va bien ce matin. Ça va beaucoup mieux beaucoup mieux. Ouais. D'accord. Bonjour à vous, bonjour au panel, bonjour à
Mbondéric, un de mes fils, il est du côté du Texas, donc je lui adresse un bonjour particulier. Du côté du Texas. Oui, aux États-Unis. Cela signifie que c'est un homme dur. Il est tout jeune. Ou alors le Texas n'est plus le Texas dans Si, le temps. c'est un homme dur. Ouais. Quand tu vis au Texas, c'est compliqué. C'est un homme dur. Bernard de Basson, aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées. Les Occidentaux ont créé un concept pour considérer que certaines personnes partaient d'Afrique avec certaines maladies, dites maladies tropicales, qui étaient parfois négligées en France, mais qui finissaient par se transmettre ou par créer des décès, en France notamment et en Belgique. Donc ils ont créé le concept de maladie tropicale négligée qui s'est complètement étendu à l'Europe de l'Ouest. Et donc aujourd'hui, on parle de maladies tropicales négligées. C'est la journée mondiale aujourd'hui pour lutter contre ces maladies, au rang desquelles on peut citer l'amibiase, donc la dysenterie amibienne par exemple, il y a une qu'on appelle c'est la monoconculose, un truc comme ça. Bref, il y a des maladies comme ça, pas particulièrement rares chez nous, mais qui sont considérées là-bas comme des maladies tropicales. Parfait, ici, hier, j'ai souhaité expliquer à certaines personnes le phénomène d'influenceur. Donc j'aimerais que vous me donniez 3 minutes. Oh non, pour le faire. Mais 3 minutes. Si c'est beaucoup, on peut remettre ça à demain. Il n'y a pas de problème. Oui, on va remettre à demain. D'accord. Parce que j'ai un seul problème, c'est que je n'ai pas de temps. Mais c'était bien sûr pour faire une inférence ou une insistance sur l'affaire Bobda, qui continue de couler beaucoup d'entrées de salive. Donc si ça concerne l'affaire Bobda, je vous donne 2 minutes. Non, ce ne sera pas suffisant. Donc je remets à demain, parce qu'il faut expliquer tout le processus. Non, on peut en parler. Non, il faut en parler. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Mais je ne mourrai pas. Alors, parfait, ici, je voudrais dire rapidement que dans le monde, il y a ce qu'on appelle une élite. Une élite qui dirige. Et elle dirige sur la base de 5 piliers. L'argent, le pouvoir, le sexe, le secret et la peur. Elle s'est donné un certain pouvoir et elle nourrit ce pouvoir de sang, d'organes humains et d'ossements humains. Comme cette élite-là est particulièrement officine et nébuleuse, elle recrute des personnes pour faire la sale besogne. Prioritairement, ces personnes qu'elle recrute, elle les prend dans tous les secteurs d'activité. Elle crée des référents sociaux, des personnes que la jeune masse va adouber et va chérir. Ces personnes dont ce sont les grands artistes, les grands sportifs, les grands prêtres, les grands pasteurs, etc. Toutes ces élites, qu'on appelle des stars, ont pour mission de recruter des jeunes et des moins jeunes qui vont participer au commerce au profit de l'élite, que vous connaissez, transsexualité, homosexualité, etc. Et ces personnes recrutent donc cette seconde classe par le phénomène des fondations. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands sportifs ont des fondations. Ce sont des lieux dans lesquels il y a un système de prédation sexuelle et de pédocriminalité pour les enfants. L'élite s'est donc rendu compte que ces personnes du système sont parfois très loin de la masse qui a fini par comprendre que ces grandes stars-là sont dans le système. On a donc créé une tranche intermédiaire de personnes, pas aussi riches que les grandes stars et pas aussi pauvres que la plèbe. Ce sont donc les influenceurs qui ont donc pour mission de recruter toujours dans la masse des personnes qui vont participer au commerce qui est mis en place par l'élite. Ces influenceurs sont recrutés sur la base de 2 principes. Le premier, on leur dit, faites ce qu'on vous demande et vous aurez ce que vous voulez. Ce qu'on leur demande, c'est quoi? C'est de se faire sodomiser, devenir transgenre et de recruter les enfants pour les livrer. Deuxièmement, des expressions fortes là. Deuxièmement, on leur... Cela se vérifie chez tous les influenceurs. 80% des influenceurs. 99, je vais m'aller. Vous avez fait un sondage. Oui. Deuxièmement, on se rassure que votre âme est particulièrement sale. Et si elle n'est pas sale, on vous met en stage professionnel pour la salir. On vous demande de poser des actes pour prouver que vous êtes des nôtres. On peut vous dire par exemple que ramène-nous le cœur d'un enfant pour nous montrer que tu es vraiment avec nous. C'est donc comme ça que ces influenceurs se livrent à ce genre de commerce-là. Je sors par ceci. C'est ce système. Les influenceurs sont des satanistes. Pour beaucoup, parfait ici. Je ne veux pas vous donner une expérience personnelle, mais si vous voulez, je vous la donne. Vous savez ce que je fais au quotidien et qui est culturel. De ce côté, une jeune femme est venue voir un initié. Elle lui a dit, je veux un bain pour avoir beaucoup de grâce.
Il lui a dit, il a sondé par les arcanes et il m'a dit, écoute, cette jeune fille a une mauvaise âme. Donc, elle n'est pas bien. Moi, je ne vais pas l'aider. Il a dit à la fille, si tu veux vraiment que je t'aide, ramène-moi le cœur d'un bébé. Parce qu'il savait qu'elle n'aurait pas le courage d'aller tuer un enfant et de lui ramener le cœur. Sauf qu'elle l'a fait. Ah bon? Oui. Et quand elle l'a fait, elle est entrée chez lui. Il lui a dit, sors de chez moi rapidement. Vous voyez? Bernardo, Parfait, ici. je préfère que vous laissiez Maintenant, je sors par ceci. Là. Ce système fonctionne avec un esprit ou plusieurs esprits qui possèdent dans certaines personnes et salissent leurs âmes. Si votre enfant est particulièrement attiré par les sorties, est fan des influenceurs, très fan des influenceurs, il est déjà possédé par cet esprit-là. Si vous pouvez lutter contre, si vous ne pouvez pas, sachez que votre enfant est perdu. Merci Bernardo Basson, ce sont des sujets très compliqués. Je préfère accueillir le consultant de tout temps. Bob en fait donc partie. Mais alors de tous les temps. Pierre Blériot Niameg, le digne fils de Bouniebel, est parmi nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Je suis heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot, la sagesse de ce matin. La véritable paix se construit avec la bonne foi de toutes les parties. On peut reprendre. La véritable paix se construit avec la bonne foi de toutes les parties. Ça veut dire quoi? Bon, je vais faire un coucou au PCRN dans mon explication. Incroyable. Vous savez, quand une chose commence à se gâter, il y a des gens, notamment les hiboux, comme nous, qui voyons de très loin. Je l'ai dit ici dans une de mes citations d'une sagesse du jour, le hibou est nyctalope. Il voit dans la nuit. Mais aussi, quand vous voyez les gros yeux du hibou là, ce n'est pas seulement des gros yeux de laideur. Le hibou voit loin. Et il se moque des autres oiseaux. Chaque oiseau, chaque animal, chaque individu a une particularité. Les hiboux voient très loin. Il faut ramener ça dans la vie. Alors, quand le conflit, avant que le conflit du PCRN ne s'ouvre, certains d'entre nous ont commencé à indiquer un certain nombre de choses. Sur ce même plateau. Je veux vous donner un conseil, membres du PCRN. Ne faites pas comme les autres. Ne faites pas comme la FECAFOOT. Ne vous sentez pas fort. Ne sentez pas que vous avez les bras longs de jour comme de nuit. Vous êtes jeune. Vous faites de votre mieux. Mais vous n'êtes pas suffisamment sage. Il y a des choses sur lesquelles il faut anticiper et écouter. C'est ça le problème. Parce que si vous échouez, vous allez faire qu'on ne croit plus en la capacité de la jeunesse à résoudre un certain nombre de problèmes. On ne résout pas tous les problèmes par l'intelligence seulement ou par la force. Vous auriez pu éviter cette situation. Vous pouvez même encore éviter cette situation, mais il vous faudra pour cela beaucoup d'humilité et de concession. Ne vous sentez pas fort. Il faut beaucoup de bonne foi de votre part et de la part des autres. Du point de vue juridique, vous avez totalement raison, il ne peut pas avoir deux PCRN. Mais ce à quoi je vous appelle, c'est ce que moi j'appelle l'intelligence des situations. Votre leader que je connais très personnellement, un monsieur d'une grande intelligence, une grande intelligence manifeste. Je le connais bien. On se connaît très bien. Il faut à côté de ça ajouter l'intelligence des situations. Et même l'humilité. Hein. Il faut ajouter l'intelligence des situations. Et même l'humilité. Parce que je ne comprends pas honnêtement comment vous n'avez pas su que le gouvernement de RDPC allait vous faire le coup qui arrive là. Vous auriez demandé à vos grands frères de l'UPC qu'ils vous auraient dit que on va vous faire ça. Ça fonctionne comme ça. Vous auriez été plus avisé de faire un coup au RDPC avant. Je vous parle comme ça. Si je veux parler à votre leader, je sais où le... Mais je vous parle comme ça parce que ce n'est pas des choses que je vais seulement lui dire à lui. Très bien. Donc si vous aimez le PCRN, toutes les tendances internes au seul PCRN, parce qu'il n'y a qu'un seul PCRN, le papa là,
Papa Kona, Papa pleure. Il a commencé à pleurer. Papa Kona a faim. Oui, mais maintenant d'autres. C'est-à-dire. Papa Kona seulement que d'autres personnes PCN prennent du poids. Je vais vous montrer une image. Monsieur Bello. Il y a un papa qui avait beaucoup de terre dans notre contrée. Il avait été abandonné par son unique fils. Ce papa a fini par léguer ses terres à un enfant qui venait simplement lui donner de l'eau à boire. Quand l'unique fils est revenu, il est allé à la chefferie, il a fait beaucoup de tapage. On lui a dit que par le tapage, tu ne vas rien obtenir. Mais si tu reconnais que si ce garçon ne donnait pas de l'eau à ton père serait mort beaucoup plus tôt et en souffrance, on va voir comment aménager un certain nombre de choses. Cet enfant s'est suffisamment humilié. Et je ne veux pas que votre leader tente de vous envoyer comme des meutes pour vous défendre. Mais humiliez-vous. Parce que si vous choisissez la voie, la mauvaise voie, vous n'aurez pas compris la sagesse d'aujourd'hui. Mais votre leader est un peu plus intelligent que le président de l'autre église. Donc, il peut... Non, le leader du PCA a aussi l'église. Comme tu dis de l'autre église. Yaya Bello, vous voulez réagir? J'ai cru qu'on allait prendre ça comme conseil et aller méditer. C'est un conseil. J'ai dit d'abord merci. Allez-y donc, Yaya Bello. Les conseils, c'est la preuve de notre humilité. Parce que vous avez dit qu'on a simulé. Bon, moi, franchement, je n'ai pas compris dans quel sens vous voudrez aller. Parce que sans refaire l'histoire, je ne sais pas ce qu'on reproche au directoire du PCA. Non, tu n'as pas compris le conseil. Mon jeune frère, tu viens de t'engager sur la mauvaise voie. Écoute le conseil d'Aïssi. Le conseil est encore frais, celui que je viens de donner. Tu réécoutes l'émission posément et sans émotion, sans défense. Parce que ça n'aide pas. Je te préviens, ça n'aide jamais. Quand ma mère disait à ma grand-mère, quand un enfant te dit que tu fais mal telle chose, écoute la plainte de l'enfant. Parce que celui qui se plaît a quelque chose. Peut-être auquel toi tu n'adhères pas. Mais il faut écouter sa plainte. Peut-être que tu trouves que sa plainte n'est pas légitime. Mais il faut écouter d'abord sa plainte. Si tu dis, ah non, il fait toujours comme ça, tu ne sauras même pas de quoi il veut parler. Il peut même te dire que tu as piétiné les trucs graves là. Tu sais, un enfant, la sagesse africaine dit que le truc grave là, ce que nous versons souvent quand nous faisons les sels, je ne vais pas prononcer le mot. Non pas de piquant, mais une fois que tu as piétiné ça, tu commences à marcher en soulevant les pieds. Bon, tu vois? Oui, je dis pas de plus. Merci beaucoup pour le conseil. Et je crois que, parce que si je parle beaucoup, vous allez me parler. Laisse j'ai compris. J'ai dit merci beaucoup pour le conseil. Voilà. Bon, on a dit que vous avez dit que notre leader est très intelligent. Il est hyper intelligent, ce garçon. À son intelligence, et nous sortirons. Il faut qu'il ajoute encore de l'humilité. Maintenant, ses camarades de classe te disent qu'il faut qu'il ajoute de l'humilité. Dis que c'est moi qui ai dit cela. C'est son camarade. Donc toi, tu n'étais pas à l'écoute de la suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel. Je tiens également à saluer, vous savez, lorsque l'homme n'arrive pas à gérer sa famille, la femme peut prendre le relais. C'est quoi cette entrée? Pour parler de la victoire de la Côte d'Ivoire. On en parlera après la revue. Patrick Bala est parmi nous comme d'habitude tous les matins et nous amène en kiosque parce que nous devons être des Camerounais et tout simplement des téléspectateurs bien informés. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté de la météo, le tri-hebdo d'information, d'enquête et surtout d'analyse qui parle ce matin de décoration avec le directeur général du Trésor et de la coopération financière et monétaire au ministère des Finances qui a reçu donc hier une distinction du chef de l'État, Paul Biya, des mains du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Eh bien, c'était au cours des travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances. Information à retrouver donc en page 3. Et donc, on parle de Sylvester Tangongo, qui est donc désormais commandeur de l'Ordre national de la valeur. Eh bien, on parle d'une information
information similaire avec cette fois Info Matin, le quotidien qui s'intéresse cette fois-ci à cette distinction accordée donc au docteur Cyril Edou Allo, devenu officier de l'ordre de la valeur. Le grade a été donc octroyé au directeur général du budget par le chef de l'État, Paul Biya. Un grade qui lui a été remis par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, lors des travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances. Information à retrouver ce matin en page 3. Cameroun Tribune nous s'intéresse ce matin à l'offensive italienne et ses relations avec l'Afrique. Selon le quotidien Capitaux Public, lors du premier sommet conjoint qui s'est achevé hier, c'était du côté de Rome, en Italie, la première ministre italienne Giorgia Meloni a révélé les contours d'un programme dénommé Plan Mattei, axé sur les investissements dans le secteur énergétique et la lutte contre l'immigration clandestine. Le Cameroun était représenté à ces travaux par son ambassadeur en Italie, Sébastien Foumanier. Information à retrouver donc en page 3 du journal Le Cameroun Tribune. Mutation s'intéresse ce matin aux ordures ménagères avec l'air qui devient donc irrespirable à Yaoundé, mais également du côté de Douala dans la région du littoral. Ceci à cause du brûlage des déchets et autres. Eh bien, Mutation fait donc montre d'une étude du ministère de l'Environnement qui redoute de graves conséquences sur la santé humaine. Information à retrouver donc en page 8. Mutation nous fait savoir que brûler des ordures n'est donc pas une solution puisque ceci contribue à la pollution de l'environnement. En pièce 1, notamment en page 5, on parle donc de l'affaire Bobda avec la mobilisation qui gagne en ampleur, nous fait savoir donc Mutation ce matin. C'est d'ailleurs la grande une de la nouvelle expression qui parle donc d'un Cameroun aux deux visages suite bien sûr à cette affaire Hervé Bobda. Et selon la nouvelle expression, au nom du pouvoir et de l'argent, les privilèges de la République peuvent entraîner la jeunesse dans toute forme de bassesse. Ils peuvent également conduire les pauvres au lit sans leur consentement, les violer, les séquestrer et leur infliger toute forme de pratique sexuelle décalée. Information que vous retrouverez dans ce journal en intégralité en page 3. Le messager de Fopius Ndjawe revient sur la zone d'intérêt synergétique et nous fait savoir que Ariane D. Rothschild défie l'État. Ceci parle donc de ce flou dans les procédures administratives et judiciaires, trafic d'influence, exploitation illégale d'activités réglementées. On parle également d'une dame qui torpille donc la succession de son défunt époux. Information à retrouver en page 2. Le messager s'intéresse également à une actualité, celle liée bien sûr au sport, le football en particulier. Et parle donc de rigolade avec Song Banak et met donc l'index pour son coaching controversé. Le manager sélectionneur refuse de démissionner. Information à retrouver en page 2. Le point hebdo parle donc de révolte avec cette situation du manager sélectionneur Rigobert Song Banak, Fekafoot Lion indomptable, débâcle ivoirienne. Le journal Le Point, le bi-hebdo, donc Le Point revient sur cette actualité ce matin à retrouver en page 11. Le jour d'Aman Mana ne déroge pas à la règle et s'intéresse bien sûr au football et parle donc d'un problème André Onana, sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Selon le quotidien bleu, le gardien de but de Manchester United a disputé uniquement un match à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et a été par la suite relégué sur le banc de touche par le staff technique. Regard des observateurs à lire en page 10 de ce journal. On termine par ici avec le journal Économie qui s'intéresse ce matin aux finances. L'on reparle de la rationalisation de la dépense publique. Le sujet d'ailleurs était à nouveau à l'ordre du jour de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Finances tenue hier ici à Yaoundé. Une information contenue à la page 5 de ce journal.
C'est donc avec le journal économique qu'on referme cette deuxième sortie de la revue de presse sur Info Télévision. C'est également la deuxième partie puisque la première est souvent consacrée à la revue de presse en français à partir de 6h45 avec Théophile Vianney-Billet et donc on réserve le meilleur pour la fin. C'est dans le cadre de ce programme assez prestigieux. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention au journal de 19h et celui de 20h ce soir. Eh bien, on va une fois de plus parler de football dans ces éditions des journaux avec la victoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui l'emporte donc au final à l'épreuve fatidique des tirs au but face au champion en titre qui élimine par ailleurs le Sénégal. On reviendrait également sur ces trois pays qui constituaient donc le trio des têtes en 2021 sorti à cette étape de la compétition. Le champion en titre, le Sénégal, éliminé en huitième de finale. Son vice-champion, l'Égypte, éliminé en huitième de finale également. Et puis, celui qui complétait le podium, le Cameroun, également éliminé en huitième de finale. Est-ce que le Burkina Faso, qui a terminé quatrième, va se retrouver dans la même posture? Réponse ce soir. Patrick Bala, hier, vous vous souvenez, lorsque je vous faisais comprendre sur ce même plateau qu'il faut faire très attention lorsqu'on a repêché quelqu'un. Ouais. Il faut faire très attention. Je pense que le Sénégal a pêché par une ou deux petites erreurs, un peu de suffisance. Ouais. Et le Sénégal a eu un complexe de supériorité. Alors que la Côte d'Ivoire, qui avait été blessée, le peuple ivoirien qui avait été humilié, voulait absolument un réveil des éléphants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est venue jouer son va-tout. C'était sa finale hier. C'était sa finale hier. Et au bout du compte, le coach ivoirien qui assure maintenant l'intérim, vous savez que le coach qui était là, principal, a été chassé après le 4-0 contre la Guinée équatoriale. La Guinée elle-même qui a été éliminé. Oui. D'ailleurs, j'en parlais avec le président directeur général, M. Dieudonné Mvang, ce matin, qui faisait d'ailleurs cette analyse que vous êtes en train de faire là, parlant d'un complexe de supériorité de la Côte d'Ivoire. Du Sénégal. Du Sénégal. Et justement, ce propos, lorsque vous avez écouté Aliou Cissé en conférence de presse d'avant-match, eh bien, il s'est permis de dire, par exemple, que ils viennent récupérer en Côte d'Ivoire ce que ils ont prêté, ils ont emprunté à l'équipe de la Côte d'Ivoire en 92, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui avait éliminé le Sénégal justement chez elle. Donc, ce sont des propos qui peuvent être tendancieux. On parle de prétention aujourd'hui d'Aliou Cissé. La Côte d'Ivoire qui a fait confiance, il faut prendre des décisions fortes. Sortir un entraîneur comme ça pendant une compétition, ça aurait été une catastrophe au Cameroun, alors que la Côte d'Ivoire peut le faire. Et vous vous êtes rendu compte que la Côte d'Ivoire, avec Emers Faye, qui connaît cette tanière puisqu'il a évolué pendant une dizaine d'années, a su galvaniser cette équipe. On a retrouvé notre Côte d'Ivoire qui n'a jamais joué comme ça pendant ces 3 matchs de phase. On dirait bravo à Emers Faye, le nouveau coach, par intérim de la Côte d'Ivoire. Qui peut saisir cette occasion? Il est en train de la saisir pour écrire son nom en lettres d'or. Je peux vous prêter une question pour le chef des sports? Tout à fait. J'ai entendu le chef des sports dire que Rigobert refuse de démissionner. Est-ce qu'on avait demandé à l'entraîneur de la Côte d'Ivoire s'il voulait démissionner? Pas du tout. Je ne sais pas. Merci bien. Patrick Bala. À demain 10h. À demain, parfait ici. Lorsque Patrick Bala nous donne toutes ces informations, on aura également retenu avec les journaux du très grand frère Dieudonné Mvang. D'abord la météo, mais également Info Matin. Donc Sylvestre Mo, qui est le DG du Trésor au Cameroun, qui justement a bénéficié d'une distinction
distinction honorifique au nom du chef de l'État. Il est donc commandeur de l'Ordre national de la valeur. On adresse modestement également nos félicitations au docteur Cyril Edou Allo, lui qui est directeur général du budget, qui bénéficie également d'une distinction honorifique, d'une médaille. Il passe officier de l'Ordre national de la valeur. Selon certains analystes, ils s'accordent, ils sont d'accord que ces deux personnalités de la République travaillent bien depuis un certain temps au regard de certains indicateurs. Donc, félicitations encore aux deux personnalités, Sylvestre Mou, sans oublier le docteur Cyril Edou Allo. Ce matin, on sera également de tout cœur avec un fidèle téléspectateur qui a un an de plus ce jour. Donc, joyeux anniversaire à ce fidèle téléspectateur qui est enseignant de formation. Il s'appelle Bikoui Mintia Joseph Nathan. Il célèbre un an de plus ce 30 janvier. Donc, bravo et félicitations. Joyeux anniversaire donc à monsieur Bikoui Mintia Joseph Nathan qui a donc un an de plus. Je pense que le partage du Namouane et du Domba de Machouaron, ce sera du côté d'Odja. Ça devrait être le 2 et perfect sera de la partie. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour, une affaire de Bernard de Basson. Pourquoi c'est moi qui vais dénoncer alors que M. Bikoué partage le maître pistache le 2 et moi je ne suis pas invité? Bikoué n'est pas dénonciateur. Non, si on est sur le plateau, quand on partage le gâteau, on partage tous. Maintenant, tu viens de tout gâter. Tu aurais pu me voir en off. Non. J'allais arranger cela avec M. Bikoué. Arrange non maintenant. Il est comme tout. Comme tu allais le voir, tu ne joues plus. Maintenant, ce que tu as fait là, je suis même plus sûr que demain tu vas encore dénoncer. Et comme moi, je suis à Boubacar, moi, je ne parle pas. Je ne parle pas. Quand le modérateur parle, je ne parle pas. Donc, moi, on va me faire jouer. Moi, je vais parler. La dénonciation de ce matin, une œuvre comme d'habitude de Bernard de Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, une téléspectatrice d'Espace Miné dénonce le comportement des employés de la Caisse nationale des prévoyances sociales, la CNPS. Elle a travaillé dans le secteur de la santé et elle a pris la retraite il y a un moment déjà. Pendant pratiquement 6 mois, sa pension retraite ne passait pas. Elle est allée, on lui a dit on va régler, etc. Puis ça a commencé à passer. Depuis 4 mois, sa pension ne passe plus. Elle est allée plusieurs fois à la caisse, on lui a dit écoute, on va régulariser. Elle dit j'ai pas reçu de virement pour le mois d'octobre, on dit tu auras le virement. Pour le mois de novembre, tu auras le virement. Décembre, tu auras le virement. Jusqu'en janvier, elle n'a pas de virement. Elle est allée donc la semaine dernière du côté de la caisse pour se plaindre. La dame lui dit, madame, j'ai déjà fait le virement. Et elle dit, ok, moi, j'ai pas reçu. Qu'est-ce que je fais? Elle dit, ok, moi, j'ai pas reçu. Qu'est-ce que je fais? Elle dit, non, moi, j'ai fait le virement, La dame lui dit, tu as fait le virement, moi, j'ai pas de trace ici. Montre-moi. Du coup, un employé, un monsieur gentil de la maison va voir la dame qui se plaint. Madame, quel est votre problème? Elle dit, écoutez, j'attends mon virement depuis, je ne l'ai pas reçu. Il dit, ok, quel est votre nom? Elle lui donne le nom, il va dans les fichiers et il voit la dame. Il dit, mais madame, voici son dossier devant votre table. Comment? Dites que vous avez fait le virement et elle n'a pas reçu. La dame dit, j'ai fait le virement, mais j'ai confondu le numéro de téléphone. Comment? Non, je devais payer par Orange Money et le numéro, je l'ai confondu. Non, mais vous confondez le numéro de téléphone, moi, qu'est-ce que je fais? Ils vont donc voir le chef Paul, qui gentiment écoute la dame et lui dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle lui explique. Et le chef Paul donc fait comprendre au monsieur et à la dame que ce sont des erreurs qui commencent à devenir très régulières. C'est-à-dire, certains employés, à l'insu parfois de certains dirigeants, font des dépôts ou des virements à des personnes parallèles, feignent l'ignorance et ça crée beaucoup de dégâts sur le personnel. Donc aujourd'hui, il y a certains personnels à la caisse qui ne font pas bien les choses, qui détournent l'argent de certains, les envoient à d'autres personnes. Il faut que les dirigeants de la caisse soient au courant de cela et prennent des mesures.
Merci Bernardo. Alors, on va d'abord passer la parole à Pierre Blériot Niamek sur cette dénonciation. Pierre Blériot. Oui, parfois ici, vous savez, nous, quand ça se passe bien, il faut dire que ça se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est vrai que c'est l'intitulé de la dénonciation qui peut poser problème. J'ai le privilège d'avoir accompagné de vieilles personnes à la CNPS. Le travail globalement est très bien mené. Globalement, c'est l'une des sociétés dont les Camerounais peuvent être fiers. Maintenant, il existe toujours des brebis galeuses. Tout à fait. Qui viennent là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait hier, tu sais, Blériot, parmi nos collaborateurs, il y en a qui ont le démon. Ils veulent gâter tout le travail que nous faisons. C'était une personne. Mais oui, c'est-à-dire, lui, son rôle dans la structure, c'est de gâter tout le nom de toute la structure. Mais quand vous voyez le déroulé, vous voyez bien que beaucoup de personnes à l'intérieur sont allées vers le démon. Lui dire que mais tu vois, tu fais tes trucs démoniaques là, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut donc extirper ce genre de personnes. Ce que je peux dire, puisque nous sommes à la recherche des solutions, c'est que si ça persiste entre guillemets, Bernardo me donnera le contact de la dame. Et je suis convaincu qu'à ce niveau, il y a de très bons rapports avec ceux qui gèrent ce genre de choses à la CNPS. Et chaque fois que je les ai sollicités, vraiment en moins d'un mois, la question a été totalement résolue. Donc j'exprime là ma satisfaction personnelle pour un ensemble de dossiers. Et j'aime vous dire que jusqu'au DG, je l'ai vu descendre avec des dossiers, lui-même, les portant, pour aller demander, ben attendez, ce dossier, il se trouve à quel niveau? Alors ça, c'est le bon management. Mais je dis, vous ne pouvez pas faire en sorte. Vous pouvez être un bon parent. Et vous avez à la maison un enfant bizarre. Quand vous n'êtes pas là, il répond mal aux étrangers. Quand vous revenez, les étrangers vous disent que votre enfant, c'est pas souvent. Il vous dit, vous voyez, il fait le malin, il fait celui qui ne le fait jamais. Jusqu'au jour où vous pouvez le prendre la main dans le sac. Merci beaucoup. Yaya Bello, Blériot a évoqué un aspect très important. Peut-être que vous allez également légèrement vous appesantir encore. Dans bon nombre de structures, on peut constater parfois que le top management abat un travail énorme, un travail titanesque pour satisfaire les usagers. Mais il y a, comme Blériot les a appelés, au sein de l'entreprise, certains esprits démoniaques qui veulent tout gâter. Et c'est l'image, parfois, de l'entreprise qui est entachée. C'est exact. Je crois que tout à l'heure, on va parler de l'éthique et de la déontologie. Tout à fait. Et même de la morale dans les organisations. En ce qui concerne la CNPS, et là je souscris totalement à ce que Blériot vient de dire, parce que j'ai aussi eu un témoignage d'un oncle qui a fait toute sa carrière à la CNPS. Il est même allé à la retraite, ça fait 2 ans. Alors il m'a témoigné que le top management actuel, avec le directeur général actuel... Pourquoi ne pas citer son nom? Il faut citer son nom. C'est M. Mokulu Mvondo. Mais là, il a 6 prénoms. Il a Mokulu Mvondo, Poulain. Il y a un Poulain là quelque part. Il y a aussi Akam. Ok. Mokulu Mvondo, Akam, Poulain. Monsieur Mokulu Mvondo. Le DG de la CNPS a un nom particulier. Le directeur de la CNPS. Alors, ce monsieur, selon plusieurs témoignages venant de l'intérieur, aussi de l'extérieur, nous fait savoir que ce monsieur a fait un travail exceptionnel à la CNPS. Il faut dire que dans ce pays, dans un pays où on décrit le management, dans un pays où le développement n'arrive pas tel qu'escompté, à cause du management, du mauvais management, de la mauvaise gestion, il y a quand même des gens, des responsables qui s'élèvent et qui font du bon travail. Et M. Mokulu Mvondo est parmi ceux-là. Mais malheureusement, dans une équipe, on va toujours trouver des brebis galeuses. Ou alors des gens qui ont des esprits démoniaques. Oui, parce que vous aurez beau gérer les humains comme il le faut, mais vous allez trouver toujours ceux-là qui vont se dévier de la route du bon sens. Malheureusement, il y en aura toujours. Donc, dans le cas d'espèce, je crois que ça c'était même très simple. Si la dame s'est trompée de numéro, elle a envoyé à un autre numéro. C'est simple, qu'elle montre le numéro et puis
qu'on identifie le numéro. Tout à fait. Si on n'identifie pas le numéro, ça veut dire que c'est son numéro à elle qui n'est pas identifié normalement. De toutes les façons, elle doit répondre, tout simplement. Elle doit savoir où est parti cet argent. Si elle ne paye pas, c'est elle qui paye, tout simplement. Voilà. Charlie Kenyé, puisque nous sommes également à la recherche des solutions, je n'ai aucun doute qu'au sortir de ce programme, il y aura des coups de fil venant de la CNPS pour mettre la main sur cette dame, parce que depuis un certain temps, vous l'avez dit sur le plateau, certains peuvent également en témoigner, depuis que le DG Mokolo Mvondo est là, les choses bougent, causées avec les retraités. Ils vont vous dire que quelque chose a changé sur le plan positif. Maintenant, on ne va pas laisser qu'une dame, une employée, puisse tout simplement travailler de la sorte. Je soupçonne que ce sont des méthodes pour estorquer de l'argent aux honnêtes citoyens. Effectivement, j'irai même plus loin. Ça peut être même une campagne de sabotage aussi. Pourquoi pas? Parce qu'il faut dire, et là je suis catégorique dessus, pour avoir un peu fréquenter non seulement le personnel de la CNPS, mais également certains membres du top management. Il faut dire qu'à la CNPS, depuis l'arrivée du directeur général Mokolo Mvondo, le service, il est bon, il est expéditif. Ça, c'est un fait. Là, moi, j'en témoigne. Ça. Maintenant, ce genre de cas peuvent arriver. Ça, c'est une réalité. Vous savez, la CNPS aujourd'hui, c'est l'une des entreprises les plus compétitives sur le plan sous-régional. Je ne dis pas sur le plan Afrique, sur le plan national, mais sur le plan sous-régional, quand on regarde en termes de capacité, de productivité, de rendement, de bénéfices générés sur l'an, la CNPS c'est l'une des entreprises les plus compétitives au Cameroun. Je ne sais même pas s'il y a deux entreprises comme cette entreprise. Donc, vraiment, c'est un fait. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais ce sont des faits. Et les chiffres parlent pour cette entreprise. Je tiens à rappeler que dans ce que une autre entreprise parapublique est en train de nous servir ces temps-ci, le coup d'état scientifique que nous vivons avec INEO, qui ne cesse de nous multiplier ce genre de délestage avec les catastrophes lorsque le courant revient, on ne signale pas, nos appareils se détruisent, je ne sais pas qui, le préjudice moral et tout ce qui va avec qui. Mais on a vu la CNPS se lever comme un seul homme pour justement voir dans quelle mesure il fallait nationaliser ces structures. On ne sait pas pourquoi cela stade encore au sommet de l'État. Bon, le Cameroun, c'est le Cameroun, mais rien que pour cela, pour cette volonté, justement, ce patriotisme de vouloir reprendre cette structure entre les mains des Camerounais, je crois que c'est des choses qu'il faut apprécier. Donc, pour terminer, par rapport au problème qui est posé par la dame, je crois que l'idéal, à travers même cette dénonciation, je suis sûr que, comme le disait Blaireau tout à l'heure, la dame a intérêt à se rebiffer. Auquel cas, avec son contact, tu pourrais très bien passer. Même à mon niveau, je crois que je connais des personnes vraiment au niveau du top management qui peuvent revoir ce problème. Et donc, ces genres de dames qui sabotent le travail de sa hiérarchie, qui en plus même ramènent cet esprit de méchanceté, parce que ça c'est de la méchanceté. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui a la retraite, qui vient demander son dû. Il faut passer, ça c'est la méchanceté. Donc ce genre de personnes qu'on a confondu les téléphones, ça n'a pas de sens. Donc moi je dis, malheureusement notre société aussi est faite de ce genre de personnages. Je crois qu'on va reparler tout à l'heure quand on va questionner la morale. Et donc, c'est triste, mais il faut véritablement que cette dame-là puisse être sanctionnée et que, comme à son habitude, les mesures disciplinaires s'en suivent. Il faut que la dame soit sanctionnée et que les mesures disciplinaires puissent justement s'en suivre. C'est ce que parle Charlie Kenyé, Bernardo Obasson. Que faisons-nous en pareille circonstance? Moi, je pense que le nom de M. Mokolo Mvondo ne devait peut-être pas être cité ici. Je suis particulièrement critique, mais j'ai pris sur moi de m'intéresser à la CNPS. M. Mokolo Mvondo a apporté beaucoup de réformes positives à la CNPS. Et comme M. Kenyé l'a dit, la CNPS avec Tradex sans publicité sont les entreprises camerounaises qui, dans la sous-région, sont les plus compétitives sur les 6 dernières années. Effectivement, en termes de chiffres et de recettes. Donc, c'est parce que j'ai lu et étudié cela. Donc, pour moi, ici, c'était le directeur général, c'est superfétatoire. Ce que je voulais relever, c'est que certains agents inférieurs du service mettent sur pied certaines pratiques maladroites et malveillantes pour arnaquer certains citoyens. Et donc, il faudrait que, en interne, cela se sache et que cela soit démonté. Comme vous l'avez bien précisé. Parce qu'il se pourrait que la dame n'ait pas à son premier coup d'essai. La dame en question. Pas la CNPS, la dame en question. Donc, elle
fait passer de l'argent, puisqu'il y a un système de paiement par Orange Money, pour justement, une réforme a été faite pour accélérer les paiements. Souvent, par voie bancaire, ça prenait du temps. On a intégré le paiement par Orange Money, ce que j'ai trouvé d'ailleurs salutaire. Et donc, la dame, parfois, fait des virements à d'autres numéros, récupère cet argent après et soumet l'entreprise à faire de nouveaux paiements. Et ça, c'est un problème. Donc, parfait, ici, ce que je voudrais dire, c'est la dame qui se plaint s'appelle Madame Jane, elle n'est pas cachée. Elle habite en Colbison. Elle n'est pas cachée. Donc, elle est identifiable, c'est pas une dame. Et elle était encore à la caisse avant-hier. Hier, pardon, hier. Elle était à la caisse hier. Très bien. C'est pourquoi elle se plaint. Donc, la dame en question qui est dans le service questionné ici, elle, j'ai son nom, mais je tais son nom. La direction va sûrement l'appeler aujourd'hui pour régler l'affaire de Madame Jane. Si elle ne la règle pas, là, vous allez prendre sur vous d'appeler peut-être là-bas vos contacts pour que cette affaire soit réglée. Merci Bernardo. Nous allons lire les nombreux messages des téléspectateurs. Nous commençons par le plus 33, c'est la France. Bonjour l'élégantissime et professionnel Perfecto. Désolé pour le hors-sujet, mais vraiment nous sommes déçus du match de samedi. On fait 106 minutes de jeu sans inquiéter le gardien nigérian. Après Rigo qui nous renverse toujours dans la rigole avec ses rigolades, nous confirme à Mondovision qu'il n'est pas entraîneur mais sélectionneur, manager, que nos joueurs ont bien joué, voilà pourquoi on a perdu. Qu'il doit reconstruire l'équipe, pourtant il est le seul sélectionneur au monde qui a chaque match a une équipe différente. J'ai l'impression qu'on est allé en Côte d'Ivoire faire la promotion de l'AVC, parfait, parce que je ne comprends pas comment on laisse les Camerounais au banc et on part chercher un Mexicain au nom de Gonzalez qui a une tête trépazoïdale, similaire à celle de Bobda, pour mettre en difficulté en jouant le ballon en arrière. En tout cas, le match est fini, non? Maintenant, on se consacre sur Bobda. Il doit nous sentir. Merci. Nous partons du côté de l'Algérie, c'est le 213. Bonjour Perfecto. Depuis le jour où le secrétaire national à la communication du PCRN s'est attaqué à Mondovision, à la vie privée et intime du fils du chef de l'État, et qu'une autre députée de ce même parti a dit ouvertement au père du Moulinex que ces menaces et ces coups bas n'aboutiront pas et n'atteindront pas Cabral Libi, j'ai compris que ce parti doit lire l'heure. Le PCRN tendance Cabral Libi s'est lui-même tiré une balle dans la tête. Autre message, bonjour le sac de modérateur. S'il vous plaît, arrêtez avec la jalousie. Niemek est jaloux. Non. Oui, non. Nous n'allons pas continuer à lire ça. Pourquoi pas faire? Non, Blériot, même si tu veux que je lise, je ne lirai pas. Ouais. Parce qu'à un moment donné... Est-ce que ça affecte le Seigneur? Est-ce qu'il n'a pas de problème avec ça? Ce n'est pas un problème d'affecter qui que ce soit. Oui. On va parler de l'éthique tout à l'heure, non? Il y a une éthique dans une émission. Parfait. Est-ce que toi, tu sais que ça m'excite? Va t'exciter donc. Tu dis avec moi, dans les choses comme ça m'excitent. Quand on me dit ça m'excite. On repart du côté du 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto depuis le jour... Non. Bon. On a lu ce message. Je pense comprendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le premier document des arriérés. Oh là là. Les gens ont des problèmes. Je pense que ça, c'est une autre dénonciation. Nous allons lire hors antenne. Bonjour, du courage à vous et beaucoup de bénédictions. Merci. Nous marquerons une touche pause. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52, tous les jours de lundi à vendredi. Nous prenons encore les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, je suis maître JP Atangana, agent d'affaires en fou. J'ai suivi le débat avec intérêt. Je crois à mon humble avis que ce n'est même pas un esprit démoniaque, c'est purement et simplement un détournement des biens publics. Il faut l'ouverture d'une information judiciaire car cette dame n'est pas à son premier coup. Autre préoccupation ce jour, bonjour monsieur Aïssi. Monsieur Aïssi, bonjour à vous et à votre panel. S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de Pierre Blériot. J'ai un problème à la CNPS Douala depuis 2017 et qui n'a pas été résolu jusqu'à ce jour. Pierre Blériot n'est pas un facilitateur c'est vrai. pour la CNPS.
parce que la messagerie de Pierre Bleu va exploser là. Autre message. Bonjour Perfecto. Merci pour ce très beau panel. Je voudrais adresser mes félicitations au personnel de la CNPS Messassi. Autre message ce jour. Bonjour parfait Aïssi, ainsi qu'à ton panel. Déception. Concernant la CNPS, je n'ai rien à dire sur cette structure qui, de manière générale, abat un bon travail. Par contre, parfait, j'ai mon papa qui est actuellement sur son dossier à la CNPS depuis pratiquement 7 mois sans suite. Voilà que le 25 janvier, la maison de mon père a brûlé. Mon père est perdu. S'il vous plaît, demandez à Blériot, mon grand frère, s'il peut diligenter le dossier de mon papa. C'est Pauline de Bafoussam. Blériot, je t'ai dit. Parfait, ici. Maintenant, tu auras, avant la fin de cette émission, tu auras au moins 500 dossiers. Il faut que les Camerounais apprennent à respecter les procédures. Tu vas ouvrir un cabinet. Ça, c'est pour ceux qui veulent des facilités pour la CNPS pour gérer leurs dossiers. Chaque dossier, on dépose d'abord 100 000. Oh, Blériot, ça fait en sorte qu'on soit riche. Moi, je serai un secrétaire particulier. Bon, ces gens qui nous écrivent hors émission, on verra. Mais il faut que les Camerounais apprennent à respecter les Mais procédures. pas forcément mon numéro, parce qu'une fois je l'ai donné ici, j'aime vous dire que les demandes de paiement des pensions scolaires, de ceci, cela, à la limite, non. Non. Les Camerounais, nous exagérons souvent un peu. Pour l'élimination des lions indomptables, je prie les Camerounais à laisser son tranquille. Il ne saurait être notre exutoire. Alors que le coach des lions, à tous les matchs, était à la tribune. Et ce coach donnait des instructions à travers les voice WhatsApp à l'un des assistants de son. Son est juste le décor pour le prési coach. Ce prési aime le plaventrisme, ce qui ne peut pas marcher avec le meilleur gardien africain. C'est Ange Dessos qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, allons au plus 34. C'est quel pays là? J'ai pas la référence. Le plus 34. Bonjour, Perfecto, désolé du hors-sujet, s'il te plaît. À aucun moment, l'exécutif de la FECAFOOT n'a pensé au peuple et tout doit démissionner avec toute son équipe. Est-ce qu'au Cameroun, on démissionne? Allez demander à Jean de Dieu Momo si on démissionne au Cameroun. Bonjour mon grand et à ton panel, je témoigne que la CNPS a beaucoup changé. Je prends cet exemple. Monsieur Aïssi, vous vous rappelez qu'en plein dans le Covid, le président de la République avait demandé l'augmentation à 4 500 francs des allocations familiales. J'ai attendu 1 an, je n'ai rien vu. J'ai écrit sur le compte Facebook de la CNPS et j'ai été surpris d'avoir la réponse du directeur et en me disant que la CNPS attend le décret d'application. C'est monsieur Focho Adouala qui envoie le message. Jean, notre message là, c'est Jean Paulin, ancien sociétaire de la CNPS qui écrit et qui m'envoie également un document. Bon, le document tarde à s'ouvrir. Je présume que c'est toujours pour les bons points de la CNPS. Bonjour à tous, une équipe très dynamique. Tous mes encouragements à vous. Hier, une caissière a saisi le compte de mon cousin à la banque sans motif. C'est grâce au gestionnaire qui a demandé aux caissières de lui payer. Les gens là ne sont pas sérieux. C'est Benengoya depuis Soulidi, Roya. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Vous parlez de quels gens? Bonjour parfait, t'es un virtuose de la modération. Bonjour à ton riche panel. Un clin d'œil à mon grand frère Blériot. Je note simplement qu'il est le fan numéro 1 du président de la FECAFOOT. Il ne peut passer une demi-heure sans parler de Samuel Eto'o avec une vigueur inouïe. Merci de parler de lui tout le temps. C'est Armel Bayek depuis Douala qui envoie le message. Il faut dire merci. Oui, vous voyez, ça c'est la bêtise qui persiste. Parce que leur président a dit qu'il faisait l'histoire en commentaire. Maintenant, on veut commenter, ça vous énerve. Chacun fait son rôle dans l'histoire. Mais la honte, vous n'avez même plus honte. C'est terrible. Tout vous échouez à tous les niveaux et vous n'avez pas honte. C'est terrible quand même. Les gens qui ont de l'honneur démissionnent. Vous n'avez pas d'honneur, c'est ça le problème. Et vous continuez quand même de parler. On se rend donc compte que cette affaire vous plaît beaucoup. Et peut-être qu'elle vous sauve même la vie.
Merci Pierre Bernier. Je vous suggère de garder votre sang-froid. Non, vous savez, mon foie est tellement, mon sang est tellement froid. Nous allons prendre le thème inscrit à l'ordre du jour. Depuis hier, on devait en parler, mais pour les besoins de la cause, on n'en avons pas parlé. Mais ce matin, on parlera donc de l'éthique et de la déontologie au Cameroun en se posant la question, quel regard? Nous allons d'abord faire comme à l'école primaire. Je vais donc d'abord passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo, toi qui sembles un enfant très éveillé au niveau de cette salle de classe, vous allez donc d'abord nous définir les mots durs. Et pour l'instant, je pense que nous avons éthique, nous avons déontologie, probablement regard. Je ne sais pas si vous avez aussi défini Cameroun. Voilà. Allons-y Bernardo. Alors, pour être pratique, l'éthique, c'est à peu près tout ce qui se rapporte à la morale, à la bonne conduite en société, parmi les autres et avec les autres. La déontologie peut rejoindre ce qu'on appelle un code de conduite. Donc, un ensemble de règles, de règles, de lois, de textes, de dispositions que des personnes ont consensuellement adoptées et se sont imposées de suivre. Et la déontologie n'est pas forcément éthique. Elle est propre à une structure, à une organisation. Elle peut avoir même des pratiques malsaines, mais elle reste liée à des personnes. Elle reste liée à des personnes et pour des personnes qui l'ont raisonnablement consenti tout ensemble. Bon, le Cameroun, c'est le pays que dirige pour l'instant encore son Excellence le Président Paul Biya Bimbondo Barthélémy. Et à Pierre Blériot qui lève le doigt comme à la cile. Et moi aussi. Non, Pierre, les téléspectateurs n'ont pas vu, mais moi j'ai levé Pierre Blériot a levé le doigt. Donc, il faut passer la parole. Oui, vous savez, oui. Bernardo a défini l'éthique. Oui. Mais je voudrais que... Il a dit que c'est tout ce qui se rapproche de la morale. Oui, mais c'est ça qui fait souvent problème, en fait. Vous voyez, l'éthique... Bon, les philosophes disent que l'éthique, c'est la morale objective, opposée à la morale subjective. C'est-à-dire que l'éthique n'est pas rigoureusement morale elle-même. L'éthique, c'est pas rigoureusement moral, mais c'est qu'on décide que nous, entre deux, on va choisir ceci. Et vous verrez que l'éthique est plus proche de la déontologie. Vous voyez, c'est pour cela que vous verrez toujours dire éthique et déontologie. La morale, elle n'est pas flexible. Elle n'est pas du tout flexible. Ce qui est moral depuis la création du monde demeure moral jusqu'à la fin du monde. Mais l'éthique, elle est flexible. En fait, c'est la science de la morale. L'éthique s'adapte même à la réalité sociale. L'éthique. Si vous voulez apporter cette précision. Donc là, moi, je me suis un peu perdu. Parce que là, j'ai peur que nous allions dans un autre débat là. C'est vrai que quand je préparais cette émission, moi-même, je pensais que l'éthique est un peu plus proche de tout ce qui a trait à la morale. Mais maintenant, vous nous dites que l'éthique n'est pas rigoureusement... Non, je n'ai pas dit que l'éthique n'est pas proche de la morale. Mais je vous précise, ça échappe au commun des mortels, que l'éthique est davantage proche de la déontologie. C'est-à-dire que l'éthique, c'est des règles que les hommes se fixent. La morale est inspirée de la nature. L'équilibre. Vous comprenez? C'est pas nous qui avons créé la morale. C'est pour cela qu'on ne change pas les lois morales. On ne peut pas en débattre. Les lois morales sont naturelles. Les règles, vous voyez, l'éthique n'a pas de loi. Elle a des règles. Les règles éthiques sont des conventions. Vous voyez, c'est un peu technique, mais c'est comme ça. Donc il faut savoir que l'éthique, elle est scientifique. Les hommes s'asseyent, voilà, et fabriquent l'éthique. Et il y a même donc l'éthique dépend même des domaines. Vous voyez qu'elle commence à se rapprocher davantage de la déontologie. Monsieur Yemek, vraiment, merci pour la précision. Parce que parfois ici, vous savez, on apprend tous les jours. Vous savez, moi, je suis très disposé à apprendre, surtout des aînés. Moi, j'avais clairement l'impression que
puisque la morale fondamentalement est abstraite et naturelle, l'éthique était la version codifiée de la morale. C'est l'idée que moi j'avais, vous voyez. Ça veut dire des règles naturelles existent, elles préexistent à l'homme, elles vont succéder à l'homme, et elles sont codifiées par les humains sous forme... La morale est codifiée sous forme d'éthique, vous voyez. Mais sa précision va m'aider, je vais davantage travailler dessus et essayer de mieux comprendre les différentes nuances. Parce que j'avoue que là, pour le moment, les nuances, je ne les cerne pas de bout en bout. Bon, vous voyez donc... Mais j'ai bien compris. Ma manière de modérer, si nous ne nous entendons pas d'abord sur les concepts et sur les termes, on risquera d'aller dans tous les sens. Ça risquera d'être un débat des gens. Vous permettez que ce soit ma prise de parole. Attendez, de façon pratique. Quand je le dis, il y a beaucoup de sujets ici qui sont des sujets globaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Si nous sommes sur un sujet du droit de sport, quand Bernardo dit quelque chose là-dessus, vraiment, si Niemek doit apprendre ça. Parce que c'est trop, il maîtrise la technicité de l'affaire. Je vous dis, les concepts sont utilisés. Ok, je vais vous préciser quelque chose. On dit même quelquefois l'éthique professionnelle. Vous voyez? C'est à partir de là que des démembrements sont nés et on a parlé de déontologie. L'éthique est organisée par la société. Elle est codifiée, l'éthique, et elle est enseignée. La morale même s'inspire seulement de la nature. La nature vous dit les choses comme saluer les gens quand on arrive quelque part, merci. Dire merci. Ça, c'est l'éthique, c'est pas la morale. Vous analysez. Mais c'est la société qui dit ça. Parce que si vous ne saluez pas les gens, ça fait quoi? Vous avez tué qui? Non, bon. Mais ça, c'est l'éthique. La morale, elle, c'est la règle droite que la nature a créée dans le rapport que l'homme a avec les valeurs. Et notamment la valeur que nous appelons le bien. L'éthique ne poursuit pas le bien. Le bien, c'est la valeur suprême que poursuit la morale. L'éthique poursuit le bon ordre. Vous voyez la différence? L'éthique poursuit le bon ordre des choses. La morale poursuit le bien. C'est trop philosophique. Si on dit par exemple, c'est une réflexion. Si on coupe une route, parce qu'on fait des travaux, voilà, n'est-ce pas? Des questions morales et des questions éthiques peuvent être soulevées. Les gens vont dire pour le bon ordre. On aurait dû prévoir d'abord une voie de contournement, ainsi de suite. C'est des questions éthiques. Bon, la morale va dire que quand on recherche le bien suprême, les petits biens là ne sont pas intéressants. Parce que le bien qu'on vise étant plus élevé, les petits biens peuvent être mis de côté. Donc celui qui comprend le bien suprême peut subir les petits maux qui ne sont pas suprêmes sans se plaindre. Parce que le but, c'est d'atteindre le bien suprême. Bien clair, vous voyez? C'est-à-dire la morale vise la perfection. La morale, c'est la paix. Et qui n'est pas de ce monde, d'où dans l'éthique. Bon, voilà. L'éthique pour encadrer avec tout à fait compris. L'éthique est vraiment très humaine, les organisations des hommes. Voilà. Merci Pierre Blériot pour toutes ces autres précisions. Yaya Bello voulait également intervenir tout à l'heure. Et si tout le monde a droit à la parole, Yaya, soit vous allez encore redéfinir à votre manière ce que je ne pense pas, ou alors nous entrons de plein pied dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de l'éthique et de la déontologie pour le cas du Cameroun, avec tout ce que nous avons eu à définir là pour être au même niveau de compréhension, avez-vous l'impression justement que le Cameroun est un cas d'école? Alors, je crois que si je synthétise la définition du juriste et celle du regard du philosophe, je crois que les deux veulent dire, en termes simples, que l'éthique, c'est tout ce qui a référence aux valeurs, à la morale, et la déontologie, c'est tout ce qui a référence aux règles. On parle de code éthique, tout simplement. Maintenant, au Cameroun, quel regard peut-on faire? Bon, avant même d'arriver au Cameroun, il faut dire que... il faut d'abord rappeler que lorsqu'on parle de déontologie, nous sommes un peu plus là au niveau des métiers. Des métiers, on te parlera de la déontologie dans le cadre journalistique, la déontologie chez les médecins, les corps de métier. C'est donc ça. Code de déontologie du corps des avocats, par exemple,
c'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant, je crois qu'il faut qu'on essaie de circonscrire au niveau de l'administration publique. Je pense que quand on dit Cameroun tel qu'on a défini, je crois qu'on va s'appesantir beaucoup plus sur l'administration, sur les fonctionnaires. Tout à l'heure, on parlait d'un cas à la CNPS. Donc, est-ce qu'au Cameroun, existe-t-il déjà un code éthique et déontologie global pour la fonction publique? Je ne peux pas répondre par oui. Parce que j'ai devant moi là un texte de loi, disons un acte du ministre de la fonction publique de l'époque, je crois que c'était M. René Zengele, qui a créé au niveau de son département ministériel un comité, voilà, chargé d'études, d'élaboration des codes de déontologie et d'éthique dans l'administration publique camerounaise. Nous étions là le 13 juillet 2004. Donc, un comité a été créé pour faire une étude, une sorte de synthèse pour que l'administration publique camerounaise en 2003 ait un code général, enfin, un code d'éthique et de déontologie générale. On était en 2003. Rendu en 2024, je ne sais pas si ce comité a évolué et que nous avons eu un document qu'on appelle le code de déontologie. Peut-être le juriste est là, il est peut-être plus informé. Comment, ou bien vous, le journaliste, vous nous direz. Mais moi, je veux rester dans la pratique. Des informations pour nous dire. Non, le travail a été fait, mais il n'a pas été promulgué, malheureusement. Donc nous n'avons pas... Non, la fonction publique n'a pas... En général. Oui, elle n'a pas produit ce document. Oui, mais les quelques secteurs de métiers ont produit des documents sectoriels. Voilà, peut-être la police. Oui, par exemple, le code de la médecine, code de déontologie et d'éthique, disons les médecins, bon, bref. Donc, maintenant, dans la pratique, vous allez chuter. Je vais chuter. Dans la pratique, est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus dans notre société, puisqu'on parle de l'administration et du fonctionnaire, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que nous avons l'impression, nous les citoyens, que les gens se soucient véritablement, en tout cas dans l'administration, de l'éthique et de la déontologie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que quand vous êtes en route, le policier, qui est d'abord un salarié, même s'il est peut-être mal salarié parce que les besoins, les charges augmentent, mais il est quand même salarié, il a accepté, il s'est engagé. D'ailleurs, dans l'administration, beaucoup prêtent serment avant de commencer le travail. Donc, ils se sont engagés. Donc, le policier qui vous prend 1000 francs en route, pour une raison ou pour une autre, en tout cas, il n'a pas le droit de vous prendre 1000 francs. Est-ce qu'il respecte le code éthique et déontologie? Je ne pense pas. Vous arrivez à l'hôpital, vous avez un malade sur la main. Au lieu qu'on vous prenne en charge rapidement, c'est-à-dire, on vous soumet à des pratiques antiprofessionnelles. Je ne veux pas les citer ici. Est-ce que vous pouvez donc dire qu'il y a respect, observation ici du code éthique et déontologie? Je ne pense pas. Donc, pour ne pas m'étendre longtemps, je vais dire que c'est le regard que moi je pose, c'est que dans notre société, en tout cas dans l'administration, il faudrait que le code éthique qui est en préparation soit enfin définitivement promulgué pour que nous revenons à l'orthodoxie dans l'administration. Merci. On va nous dire tout à l'heure très exactement si ce code éthique et déontologique pour ce qui est de l'administration camerounaise de manière générale a été produit ou bien publié. Certains nous le diront tout à l'heure. On passe la parole à Charlie Kenyé. Yaya Bello est extrêmement dubitatif pour ce qui est de l'éthique et la déontologie dans le cadre de l'administration camerounaise. Il a pris quelques exemples, ainsi de suite, même si lorsque vous prenez les mauvais exemples, je ne sais pas pourquoi vous voyez toujours vite les policiers, alors que dans tous les corps de métier du Cameroun, il y a des voyous. Charlie Kenyé, pourquoi l'on ne respecte pas beaucoup l'éthique et la déontologie au Cameroun? Je crois que pour moi, il y a un problème déjà de stimulus à toutes les échelles de la société, du sommet à la base. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays, pour ne pas reprendre les paroles d'un savant, quelqu'un qui était
ma foi, bien plus intelligents que moi, qui La norme. disaient qu'au Cameroun, on a écarté la norme, on a normalisé les cas. De regretter mémoire. De regretter mémoire, merci, professeur Diana. Diana. Donc, je pense que c'est un problème systémique. C'est un problème systémique. Nous sommes l'un des rares pays où, si vous tendez le micro à la société, à l'homme de la rue, vous dira que dans ce pays, un bon numéro est plus utile qu'un Master 2. Incroyable. C'est une réalité. Un bon numéro est plus utile qu'un Master 2. Exactement. C'est une réalité de notre Mais société. peut-être qu'il faut avoir le bon numéro et le Master 2. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Et vous voyez, nous vivons dans une société où, quand vous allez même au marché, faire les achats, la dame qui vous vend le kilo de roux, le kilo de poisson a truqué la balance. Le parent qui sait que son enfant est médiocre, mais qui part corrompre les chefs d'établissement pour qu'il passe en classe supérieure. La dame qui vient vous donner son dossier pour avoir un travail, au lieu de venir valoriser le contenu de son CV, elle vient valoriser les formes pulpeuses. Et c'est ça la société. Vous avez quoi avec les formes de boisson frelative. Qu'est-ce qui vous dérange dans les formes de femmes? Non, nous sommes dans les Les formes sont anti-éthiques. Les boissons frelatives. Donc, moi je pense que c'est Celui qui prend les urines, il mélange avec de l'eau, il ajoute un peu de Janssen, il dit qu'il a la Heineken. la Heineken. C'est-à-dire que nous avons une société tellement... Mais je pense que c'est fait à dessein. J'ai eu la chance de faire mes études dans un pays comme le Ghana. Les Africains ne savent pas, le Ghana a été l'un des pays les plus corrompus d'Afrique. Oui. Il fut un temps. Oui. L'un des pays les plus corrompus d'Afrique. Et bien celui qui a changé cette mentalité, voilà pourquoi j'ai parlé de stimulus, c'est un général de corps d'armée, à la personne de John Jerry Rawlings. C'est-à-dire qu'il a mis dans la mentalité des Ghanéens qu'on vient servir le peuple, on ne vient pas se servir soi. Au Ghana, ici au pays, si vous prenez nos différents grands axes routiers, les rues, mais quand il y a les problèmes d'embouteillage, vous avez l'impression qu'une ambulance peut circuler là? Pas du tout. Pas du tout. Mais je vous assure que quand vous arrivez au Ghana, vous avez des routes, c'est-à-dire qui sont bien larges, où 3, 4, 5 véhicules peuvent circuler, mais vous pouvez voir des véhicules alignés sur une même file, au moins sur 15 km. Personne ne viendra dire que je suis plus pressé que l'autre. Voilà pourquoi je parle ici. Ça dit qu'il y a un travail qu'il faut faire à la base. Ça dit qu'il faut amener. Nous sommes dans un pays où on ne respecte rien. On ne respecte même pas l'aîné. On ne respecte pas les aînés dans notre société. Vous envoyez un enfant, il vous demande sa part dedans. Qu'est-ce qu'il va gagner dans le service qu'il vous rend? L'enfant. Il veut sa part sur ça. L'enfant. Et donc, c'est un problème tellement profond. Pour aller puiser de l'eau, tu lui donnes 100 francs. Exactement. Qui est également, comme je le disais, qui est construit, qui est entretenu. Parce que on a créé une société de la précarité qui fait en sorte que les jeunes se déversent dans du n'importe quoi. Regardez comment ici, au Cameroun, comment les gens font usage des réseaux sociaux. Allez voir toutes, je ne vais pas utiliser le mot, ce qui se passe par exemple sur un réseau social comme TikTok. Allez voir ce que nos jeunes se font là-bas. Bon, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes au sommet de l'État ou alors qu'il y a des agences qui en principe ont la responsabilité de réguler tout cela? Nous sommes dans une société en totale perdition. Et malheureusement, les choses qui doivent être portées à l'attention des Camerounais, qui doivent nous intéresser, on se détache de cela. La preuve, c'est que vous avez toute une actualité aujourd'hui. Vous avez ce dont mon frère Bernardo Basson parlait tout à l'heure des influenceuses. Parce que je dis que ce soit Bobda ou celui-même qui veut dire qu'aujourd'hui, qui veut se prévaloir comme étant un moralisateur, tous appartiennent au même système. C'est-à-dire que ce sont des... je sais pas comment je veux dire ça. C'est des personnes qui ont pour mission, justement, de toujours porter à l'avant des éléments de distraction qui amène la masse à se détacher des réalités de la société pour lesquelles véritablement on devrait avoir un regard dessus. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez comment l'attirance, l'intérêt que les Camerounais ont pour ces personnes-là, qui en réalité les servent le Congo, ça, les servent le buzz, les servent le sexe, au détriment des choses importantes. Sur ma page, par exemple, si je publie une information qui oblige la lecture, personne ne viendra lire. Mais si je colle l'image d'une très jolie femme ou
Avec un postérieur Oui, très tout le monde est intéressé. Donc, nous sommes dans une société libidinale, merci. Mais c'est une vérité. Et à partir de cet instant, les gens refusent de lire. Libidinal, c'est tout ce qui a trop sexe. Exactement. Mais à partir de cet instant, quand vous observez, qu'est-ce qui prolifère dans notre société? Ce sont les bars, ce sont les églises, ce sont les jeux de paris, les jeux, on appelle les paris, les jeux internet, là, les jeux en ligne, là, Paris Foot et OneXBet et bien. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard. Mais je suis dans un quartier où vous avez des enfants qui se lèvent le matin, ils vont s'asseoir là-bas, ils font les paris de match, ils sortent à 22h. Vous avez l'espoir qu'ils seront riches. Vous avez une société où vous avez les jeunes sœurs qui font de double métier. En journée, elle est dans un pressing où elle travaille, le soir elle devient une autre chose. Elle devient quoi? C'est une autre chose, je veux pas, une autre chose. C'est-à-dire, vous avez des groupes où des gens font la promotion d'une déviance. Nous sommes dans une, tout est parfait. Et là, je parle de stimulus, c'est-à-dire qu'à un moment, les autorités semblent s'y plaire dedans parce que ça amène le peuple à voir tout, mais sauf les choses pour lesquelles le peuple devrait s'intéresser, qui conditionnent l'avenir de ce pays-là. Et force cela, malheureusement, le Cameroun aujourd'hui, c'est triste de le dire, nous sommes l'un des pays où vraiment, c'est-à-dire, si vous voulez parler de quelque chose d'utile, vous devenez une menace pour la société. D'ailleurs, les gens vous le rappellent que vraiment, mon frère, n'entre pas dans cela. Laisse ce que tu veux commencer. Ne me conseille pas aujourd'hui. Vraiment, laisse. Vous avez vu tout à l'heure, le grand frère Blora a voulu commencer par un conseil. C'est-à-dire, on a une jeunesse, on n'apprend pas. Nous avons une jeunesse, on a un niveau de... Il a voulu conseiller quelqu'un et sur le plateau, la personne a refusé le conseil. Non, on va refuser le conseil. Il n'a pas refusé. Non, mais ça, c'est grave. Alors, Bernardo Basson, l'éthique et la déontologie dans un pays fait quand même de précarité. Dans un pays, on a du mal à manger. Dans un pays, on a du mal à avoir un logement. Dans un pays, on a du mal à se soigner. Est-ce que dans ce style de pays, il est vraiment facile d'appliquer à la rigueur l'éthique et la déontologie? Oui, parce que nos sociétés primitives n'étaient pas forcément des sociétés qui vivaient dans l'opulence, mais dans lesquelles il y avait un minimum d'éthique, de déontologie et je dirais même de morale jusqu'à un certain niveau. Monsieur Yemeg m'a dit un jour, on parlait de la sagesse, et il m'a dit un jour qu'il y a deux vitesses dans la sagesse. Il y a une qui vient de l'ensemble des expériences qu'on a vécues et qui forge une vision qu'on a des choses courantes. Et il m'a dit, la sagesse également vient de l'application rigoureuse de la loi morale. C'est lui qui me l'avait dit, je n'ai pas oublié, et il le sait. Mais je vais me risquer parfait ici, à scinder l'éthique, à la diviser. Je vais prendre l'éthique privée et l'éthique publique. Ça, c'est pas une construction anthropologique ou sociale, elle est personnelle. L'éthique privée concerne les secteurs d'activité, les entreprises, tout ce que vous voulez. L'éthique publique concerne la société. Monsieur Bello a inversé les choses. On doit commencer cela dès le bas âge et pas dans les entreprises. On doit commencer à inculquer à l'enfant la notion de règle, la notion de loi, la notion de sacré. Pour que lorsqu'en entreprise, il trouve un code de conduite, la fixité de la règle de départ vient juste se déposer sur ce qui trouve à l'entreprise et il continue dans ce circuit-là. Maintenant, parfait ici. Monsieur Kenny a mis le doigt où il fallait, mais il a eu peur des mots. Moi, je n'ai pas peur des mots. Monsieur Kenny, dans un pays capitaliste, l'éthique est une des premières choses qui fuit. C'est-à-dire, dans un pays capitaliste, on sodomise l'éthique. Oh là là. On sodomise la justice. Vous avez des mots trop forts. Et on justifie la sodomie. C'est ça. Maintenant, quand le capitalisme là s'affaisse ou se croise avec la corruption, l'éthique va encore plus loin. Parce que les citoyens ne sont focalisés que sur l'avoir et pas sur l'être. Alors que l'éthique concerne le bon ordre des êtres qui va conditionner la bonne disposition des avoirs. Sauf que chez nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes capitalisés de plus en plus. Ça veut dire le vendeur au marché parfait ici. Quand vous voyez devant lui, ce n'est pas vos rapports qui comptent.
c'est son rapport avec votre argent qui compte. À partir de là, il lui est impossible de manifester des comportements éthiques ou moraux. Non, pour lui, c'est que tant que j'ai l'argent, si tu veux, achète un produit défectueux, un produit avarié, c'est ton problème. C'est cela le problème. Dans d'autres sociétés, on a créé le problème et on a prévu la solution. Le problème qu'on a posé, c'est le capitalisme. La solution, c'est la justice rigoureuse dans certains pays où, lorsqu'un commerçant vous vend un produit défectueux, vous le chaînez en justice, il vous le paye. Tandis que chez nous, en justice, vous allez dépenser plus d'argent, vous n'aurez pas gain de cause. Le PCR en sait quelque chose. Donc, c'est pour dire que parfois ici, là où nous sommes... Non. Laissez quand même le PCR souffler un peu. C'est une fleur au PCR. Parfait. Donc, pour sortir de ce que je veux dire parfait ici, dans le Cameroun-ci, il est impossible de penser éthique et déontologie pour deux raisons. La première, les gouvernants se rassurent de ce que pour préserver un certain pouvoir, il faut que l'intelligence et la loi, la règle soient sodomisées pour pouvoir être utilisées, manipulées à leur... Non, je ne change pas de mot, du mot. Utilisez des mots un peu plus appropriés. C'est un mot brutal. Mais la police bassa. Nous sommes en télévision. Mais la police bassa. Mais là. Donc vraiment, je ne sais pas d'abord ce que ça veut dire. Je suis en train de dire que je peux parler, donc ne me dérange pas, laisse-moi finir. L'homme qui est au Bangladesh, je comprends. C'est son problème, je ne suis pas banglan, je suis camerounais. Donc je ne sais pas que je suis bassa d'abord, camerounais ensuite. Tu n'es pas banglois? Banglan. Bangladesh sont les banglans. Donc, premier c'est comme ça que les Bangladais, ça fait qu'ils appellent les Banglans. Il était distrait. Donc, on a un régime qui entretient cela. Et d'autre part, on a une population qui ne comprend pas les enjeux générationnels et civilisationnels. Ah, c'est vrai. Important, là. Merci. Lisons les nombreux messages de téléspectateurs. Je commence par celui-ci, bien qu'il soit long. Bonjour, parfait ici. Éthique, c'est le questionnement sur les valeurs qui encadrent les actes que nous posons vis-à-vis d'autrui et qui promeuvent le respect de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. La déontologie peut se définir comme le discours sur ce qu'il faut faire dans l'exercice d'une profession. C'est également un ensemble de règles qu'il faut à tout prix respecter par les membres d'une profession. Remarque, l'éthique a un caractère réflexif et la déontologie a un caractère prescriptif et contraignant. C'est Calice Talon depuis Yaoundé qui envoie le message. La morale, quant à elle, est l'ensemble des comportements propres à une communauté. Mais on peut aussi avoir une morale professionnelle, c'est-à-dire un ensemble de comportements propres aux praticiens d'une profession face à une situation bien donnée. C'est ça qu'on appelle la déontologie. Autre message ce matin, je vous amène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Excellente définition et nuance entre l'éthique et la déontologie faite par votre incisif panel. Illustration récente, les directions respectives de la FECAFOOT au Cameroun et de la Fédération internationale de football en Côte d'Ivoire qui ont violé ces principes. Belle famille, nous vous avons vengé face au Sénégal qui a été défait au prix de sa condescendance et son arrogance. Promesse faite hier, promesse tenue. Comme nous sommes en couple, nous avons pris votre grinta, votre fameux Hemele. Hemele, d'après le dictionnaire, esprit de guerrier fait de hargne, de fierté et de courage indomptable. Le Hemele est une condition incontournable pour évoluer au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. L'afro-optimiste JJP d'Abidjan. Pierre Blerieux Niemek, quand on parle de l'éthique et de la déontologie au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez poser comme analyse? Alors, je vais d'abord parler rapidement de la déontologie. Les corps de métier se sont organisés. Et maintenant, certains s'auto-évaluent. Le problème avec votre corps, c'est que vous vous faites évaluer par d'autres. Vous voulez parler du journalisme? Malheureusement. Chez les médecins, c'est les médecins qui évaluent les médecins. Je vous
comme la définition est très philosophique, je pose une question de déontologie. Le médecin apprend que pour traiter 2 cas qui se présentent à lui en urgence, il doit regarder l'urgence la plus grave. C'est-à-dire quoi? Le professeur Baïdek l'expliquait récemment. Vous avez un gendarme qui a été blessé. Vous avez un malfrat qui a blessé le dit gendarme, mais qui a reçu une balle. Si vous demandez à l'homme du commerce ce qu'il fait, lui, il est là pour il est parti. Le médecin, dans sa déontologie, privilégie l'urgence la plus grave. Je ne suis pas d'accord avec non, je vous explique la déontologie. Ce n'est pas son problème. Là, c'est une mauvaise déontologie. Non, c'est pas une mauvaise. C'est sa déontologie. Non, la médecine n'a pas les... Je comprends pourquoi Bernardo disait tout à l'heure que toutes les règles déontologiques, même parfois, ne sont même pas... Non, le médecin... Voilà, en bon cas. Je vous prends dans le médecin n'a pas d'état d'âme particulier. Lui, il regarde, ils appellent les patients, ils sauvent la vie. Eux, ils sont les patients devant lui. Devant la justice, ils sont des mises en cause et des coupables, des plaignants et autres. Devant le médecin, ils ne sont pas des mises en cause. Ils sont 2 patients et l'urgence la plus grave doit être levée. On peut donc commencer par le malfrat. Ok. Maintenant, si vous rentrez du point de vue éthique, l'éthique doit être organisée de 2 façons. On peut également avoir une éthique sectorielle, mais on doit avoir une éthique générale, de laquelle doivent s'inspirer les éthiques sectorielles. Pourquoi on n'a pas une éthique générale au Cameroun? Quand on a dit qu'un fonctionnaire ne devait pas faire d'autres par rapport au reste de la société, pendant que tu gagnes donc ta vie, permet aux autres. Ça, c'est une question éthique. Vous n'êtes pas sérieux. Parce que le fonctionnaire gagne moins que le mototaximan. Ça, c'est vrai. Donc, si vous lui dites que parce qu'il est fonctionnaire, ne doit pas faire d'autres activités génératives de revenus, vous le mettez en situation difficile. On doit donc adapter l'éthique à l'évolution de la société. Et on refuse chez nous parce qu'on sait qu'on biaise. On rate l'éthique par ce que vous appelez la tolérance administrative. On laisse les gens faire en se disant que s'ils s'en sortent, bon, tout le monde continue. Donc, de toutes les façons, nous n'avons pas une éthique sociale organisée. Si on organise l'éthique, il faut organiser la société parce que l'éthique repose sur quelque chose de précis, la justice sociale. Justice. Si ce n'est pas juste, personne ne va obéir à l'éthique. Si vous dites que vous placez un péage à l'entrée de la maison de Parfait ici, vous dites que pour qu'il sorte de sa maison, il doit payer le péage. Pour qu'il entre chez lui, il va casser le péage là. Parce que c'est immoral. Liberté retirée. Vous ne pouvez pas venir créer une situation qui n'était pas là, qui va être en défaveur de celui qui était là avant la situation. Donc notre société, pour régler la question éthique, doit régler la question de la justice sociale. Tout à fait. Ainsi, vous verrez par exemple, si les gens se présentent devant un banquier, on ne doit pas regarder que tel a 3 millions à retirer, tel a 150 000 à retirer, mais il se contentera de voir qui a déposé le dossier, le premier. Mais celui qui a 3 millions à retirer, c'est parce qu'il espère que quand le gars va prendre 3 millions, il peut laisser 10 000. Maman, tout à l'heure, vous avez pris le cas du malfrat qui a commis une infraction, du moins, qui a attaqué le gendarme. Oui. Le médecin, mais je veux être assuré. Il commence par le malfrat pour finir avec lui, non? Non. Le rôle de ça n'est pas de ôter la vie. Non, c'est très bon. Non, voilà. Donc, non, le rôle de... C'est pas bon. Non, c'est bon. Non. C'est bon. Chacun, ça n'est pas parfait avec toi. Le rôle du médecin, il faut bien que vous ne mélangez pas les choses. Le médecin n'est pas un juge. On a compris. Il ne veut pas savoir si vous faites le bien ou vous faites le mal. Il veut voir que vous êtes malade, vous êtes en situation d'urgence et les urgences. Après, il vous remet donc entre les mains de ceux qui font un autre travail. Il peut le remettre vite. Ils vont le tuer. Tu sais, c'est toi qui as voulu tuer l'autre. Oui, c'est ça qui est... Mais là, c'est pas le problème.
ce que venait d'expliquer le grand frère Blériot, j'aimerais connaître quelque chose. Allons-y. J'ai quand même eu le privilège à la base d'avoir commencé mes études en médecine générale. Ah, d'accord. Le médecin. Vous voulez être médecin? Oui, j'ai fait les études de médecine générale jusqu'en cycle master. C'est avant de monter en doctorat que je me suis spécialisé dans les domaines de la stratégie, sécurité et autres. Mon étude au Ghana. Ceci de particulier, que là, quand ils prêtent ce qu'on appelle chez eux, le serment d'Hippocrate. Et quand vous prêtez le serment d'Hippocrate, allez le lire. Le médecin soigne sans distinction de race, d'ethnie, de culture ou de parti. Il ne regarde pas ça. C'est pour ça que les médecins calmés doivent coudre les homosexuels. Je comprends. Si quelqu'un vient avec un derrière ouvert, il dit au médecin que je veux que tu couses mon derrière. Le médecin ne va pas lui poser une question morale. Qu'est-ce qui a ouvert ton derrière? Non, il couvre. C'est son problème. Maintenant, qu'est-ce qui a ouvert le derrière? Ce n'est pas le problème du médecin. Oui, Charlie. Et quand j'étais encore à faire mes études de médecine, j'avais un des professeurs en troisième année qui nous donnait un cours de déontologie. Bien expliquer le rôle du médecin dans la société. Il nous a pris un exemple que je vais partager avec vous. Il dit, il peut arriver que vous arrivez sur une scène de crime où c'est un membre de votre famille qui est concerné. Il y a un malfaiteur peut-être qui a tiré sur un proche de... Et en réponse, le malfaiteur également a été touché. Et quand vous arrivez, vous constatez que votre proche est décédé. Est décédé. Et le malfrat, lui, il a un pourcentage de vie qui est quand même là. C'est-à-dire qu'il est possible de lever l'urgence chez ce malfrat. Même si c'est votre proche qui vient, vous avez l'obligation de... Si vous ne le faites, vous allez être poursuivi. C'est-à-dire que le code, c'est-à-dire que l'ordre des médecins va... Oui, c'est ça. L'ordre des médecins va vous poursuivre. Il n'y a pas d'urgence chez le malfrat qui a... Cette position pratique, pourquoi? Parce que dans la société, pour faire de grandes choses, il faut taire les émotions. Et c'est justement pourquoi ces codes-là sont particulièrement secs en apparence. Une fois que tu mets beaucoup d'émotions, tu dilues l'objectivité et la raison. Par contre, c'est une position du sens. Dans l'exemple qu'il vient de prendre, parfait, on vous donne une voie de sortie. S'il y a un autre médecin là qui peut faire le travail, vous lui demandez de le faire. Exactement. Parce que vous craignez que subjectivité la qualité de votre travail. Mais s'il n'y a personne, vous êtes tenu de faire ce travail. Merci, c'est clair. Alors, on va lire d'autres messages. Je pensais qu'on diffuse pendant les matchs de la CAN en Côte d'Ivoire, qu'au stade, on dit différent de Stop Bobda avec sa photo. Il faudrait au Cameroun une personne humble et courageuse. Pour que je ne comprenne pas d'abord bien ton premier message. Faites un effort de souvent bien écrire et là vous serez également bien compris, pas entendu. Bonjour, parfait. Bon, il y a des gens qui veulent absolument parler de sport. Il y a très longtemps que nous sommes sortis des statuts du vrai football camerounais. Pose à passer une dizaine d'années au pendant que les autres construisaient le football. De nos jours, vous réclamez des résultats improbables parce que c'est Eto'o qui est là. Ok. C'est vrai. Certains pays ont construit leur football. Et quand on allait au TAS, qui finançait le TAS? Point d'interrogation. Depuis qu'il ne finance plus le TAS, les gens qui vont... Non, mais quand les gens... c'est problématique. Les paquets ne font qu'enfoncer le gars. Qui finançait le TAS? Depuis qu'il ne finance plus, est-ce qu'il y a encore des dossiers au TAS? Le TAS est mort. Le TAS est mort. Yaya Bello, dernier mot pour vous, parlant d'éthique et de la déontologie, que devons nous faire pour que nous autres recommencions à respecter cet ordre des choses? Je crois qu'il faut mettre l'accent. Moi, je mets l'accent sur l'administration publique, parce que l'administration publique, c'est la colonne vertébrale de l'État, de la nation, c'est la locomotive du pays. Voilà, nous avons aujourd'hui 400 fonctionnaires. Donc, je
le code d'éthique et de déontologie. En fait, il faut renforcer l'éthique et la déontologie en mettant en application le travail qui a été fait depuis 2003 par le ministère de la ce qu'il a créé, qu'il appelle comité. Maintenant, il y a d'autres dispositions également dans la loi comme dans la Constitution, notamment l'article 66, qui doit aussi être mise en application. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un problème d'éthique, que quelqu'un arrive, on ne sait pas ce qu'il a, il arrive aux affaires, avec des fonctionnaires bien spécifiés, des hauts cadres. Quand ils arrivent, on doit savoir ce qu'ils ont. Et quand ils en sortent, ils doivent déclarer ce qu'ils ont. On ne peut pas laisser les gens arriver et faire ce qu'ils veulent, pas ce qu'ils veulent, enfin, ce qu'ils ont déjà fait. Maintenant, l'enregistrement illicite. Bref, le condensé de tout ça, c'est dans le travail qui a été fait par le comité et je crois savoir que je viens d'avoir la confirmation ici que tout est prêt. Il manque tout simplement que le patron, le chef de l'État. Non, ça c'est le discours camerounais. Oui, tout a toujours été prêt. Ouais, Tout mais on le voit. Toutes les mesures, En ainsi de suite. application. Voilà. Donc, Est-ce que nous pouvons taper quelque part et on a le code éthique et d'administration Et veiller à des camerounaise? instruments de mise Il y en en a application, pas. des instruments de veille. Alors depuis Depuis 1960, année d'accession à l'indépendance, est-ce que c'est sérieux? Surtout ces instruments de mise en application, de Donc, veille et de pression. Pour il faut donc Est-ce que une les gens vont volonté le respecter? Et quelqu'un te dira donc il n'est pas gens- interdit. Oui. non, là, Oui, mais bien sûr, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de règles, les gens, les gens vont passer. On dit par exemple, l'un des aspects de l'administration publique, on dit que le service public est gratuit. Bon, est-ce que, de vous à moi, est-ce qu'on peut saisir? En principe, c'est l'administration. Il faudrait qu'il y ait ce moyen-là. Si ces moyens ne suivent pas, qui doit le faire? C'est vous. Possible. non. Voilà. Donc il faut réadapter les choses. Voilà. Mais maintenant, donc, vous voyez, Il y avait le quelqu'un- temps qui nous était vous avez un imparti, dossier était dans l'administration. Pour que ça avance, il faut que vous fassiez bouger le dossier en mettant de l'argent. Ça, c'est aussi inacceptable. Là, ce Ça- n'est pas un défaut. non, là, C'est pas un défaut des moyens. là, c'est un Là, ici, il faut arrêter Bobda. C'est un problème éthique. C'est un problème éthique. Il faut arrêter Bobda. Il est encore en liberté. Et si les gars doivent l'arrêter, on coupe même d'abord son sexe. Ah bon? Oui. Bon. Merci à Charlie qui était là tout matin, ce matin. Il est géostratège. Merci au homme politique CRN. Merci au consultant Pierre Blérou-Niemek. À l'invité permanent, Bernardo Basson. Ne ratez pas votre journal de 12h tout à l'heure, à partir justement de 12h, qui sera justement un journal qui respecte l'éthique et la déontologie professionnelle. La rediffusion de ce programme, tous les soirs à partir de 22h30, en respectant justement l'éthique et la déontologie. Tout en vous saluant de manière éthique, je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Oui, il n'y a même pas d'éthique. Ailleurs, il n'y a même pas d'éthique.